accueillir. On est les femmes de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'idée, c'est de promouvoir l'égalité femmes-hommes auprès des étudiantes et des étudiants pendant qu'ils sont encore en année d'études. Et on a donc du coup cette mission-là, et on a deux autres missions, qui est de porter des rôles modèles que vous allez rencontrer tout à l'heure, auprès des élèves comme vous de terminale qui sont en train de s'orienter dans la vie professionnelle et leur montrer en fait aux garçons comme aux filles les différents métiers qui existent dans la science. Et on a une autre activité, c'est on fait des tables rondes pendant lesquelles en fait on essaye de montrer que le savoir peut être partagé aussi bien par les hommes que par les femmes. Juste avant d'introduire nos trois intervenantes, je vais passer la parole à monsieur Brunel, qui est directeur des publics des Archives nationales et qui nous accueille aujourd'hui. Oui, donc bonjour à tous. Vous venez donc dans le cadre du travail du service éducatif des Archives nationales qui reçoit des scolaires et des élèves de l'école primaire, du collège et des lycées sur toutes les thématiques qui sont traitées aux Archives nationales, qu'elles soient en rapport avec une discipline comme l'histoire, la littérature, les mathématiques ou les sciences, donc des sujets transversaux. Et puis votre présence aussi aujourd'hui, comme la présence des trois femmes scientifiques d'aujourd'hui, s'insère dans le cadre d'une opération plus large qu'on appelle aux archives citoyennes, qui est celle de traiter de la question de la place de la femme dans la société française tout au long de l'année, à travers des débats, des conférences et des expositions. Et donc le début de l'année est consacré au problème de la science et du rapport entre la science et les femmes et les jeunes filles. Et voilà, on est après la présentation d'une exposition photographique de Marie-Hélène Leny qui est sur nos grilles et qui présente des portraits de femmes scientifiques en même temps qu'on a leurs interviews, leurs portraits photographiques, leurs interviews. Cette séance aujourd'hui vraiment consacrée à un échange et un débat entre vous et des expertes de leurs différentes sciences. Donc voilà, on espère que vous aurez un bon atelier de débat. Et puis ensuite, vous, la classe de terminale, vous allez ensuite découvrir des documents autour d'un fonds spécifique qui est celui du projet de création du tunnel sous la Manche, et donc qui est à la jonction de plusieurs sciences, de sciences physiques, chimiques, géologiques, etc. Voilà, donc bon après-midi, et puis bon débat. Johanna Guillon. L'idée de l'échange avec Johanna, c'est qu'elle va se présenter la façon dont elle a fait ses études et dont elle a construit son parcours professionnel. N'hésitez pas à lui poser des questions dès que vous en avez, ou à la fin, vous levez la main et on vous donnera la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, inclusive. Je ne sais pas si je suis une rôle modèle, mais je suis ingénieure et je suis une femme, donc a priori ça coche les cases. Je vais revenir rapidement sur mon parcours. Et après, je voudrais vous parler un peu de ce qui a fait la différence et peut-être vous passer 2-3 messages. Donc, moi, je suis ingénieure de l'École nationale des ponts et chaussées. Donc, j'ai fait un lycée, j'ai fait un parcours scientifique, terminale S. Après, j'ai fait une prépa. J'étais à Auch, à Versailles, donc maths sup, maths p. Les concours se sont bien passés. J'ai eu le choix entre les ponts, Cachan et les mines, et je suis allée au pont parce que c'était plus industriel, ça avait l'air d'être plus concret, et moi j'aime bien les trucs concrets, donc je suis allée au pont. Après, au pont, ça s'est plutôt bien passé. Alors après, honnêtement, quand on a les concours, c'est un peu le ticket d'or, comme dans Charlie et la chocolaterie. On sait qu'a priori, on va avoir un accès au monde du travail qui va être facilité, mais ça ne fait pas tout du tout. Quand je regarde ma promo, on a fait des choses extrêmement différentes, et j'ai notamment un de mes anciens camarades de promo qui fait du théâtre, donc ça n'a aucun rapport. Donc on peut vraiment tout faire. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a cette carte des écoles d'ingénieurs du premier groupe, c'est plus facile. Donc quand j'étais en école, j'étais attirée par l'industrie. Donc du coup, je suis partie dans l'industrie. Et j'ai commencé chez Péchinet dans l'aluminium. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'inertie, ça bougeait pas. Donc en fait, je suis partie dans le conseil et j'ai fait du conseil pendant 8 ans. Et là, le conseil pendant 8 ans, c'était vraiment un peu comme dans les films. C'est-à-dire que j'ai commencé dans une boîte française, après je suis passée dans un cabinet américain, j'ai fait le tour du monde, les avions, t'es au Brésil le lundi, en Inde le vendredi, la semaine d'après, tu vas encore ailleurs. Donc bah oui, c'est excitant. Bon. Au bout de 8 ans, honnêtement, on a fait le tour. Hein.
on a envie de faire autre chose, on a envie de se poser, on a envie d'avoir une vie. Et donc du coup, je suis passée dans l'industrie. Je suis passée de l'autre côté de la barrière, j'étais consultante, je suis devenue industrielle. Et à 33 ans, je me suis retrouvée chez un équipementier suédois, dans les mines. Alors, moi, je ne suis pas fan des mines, hein, ça aurait pu être du chocolat. Mais du coup, je me suis retrouvée chef d'une équipe de 90 personnes avec une responsabilité financière de 400 millions d'euros de stock. Voilà. Donc, comment est-ce qu'à 33 ans, on se retrouve à un poste comme ça ? J'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui a fait la différence. Alors, on va être honnête, hein. Si vous voulez être dans les sciences, il faut quand même être bon en maths. Hein. OK ? Enfin... Donc, moi, j'étais douée en maths, donc ça aide. Hein. Il y a une autre chose qui est importante, et dans mon parcours qui a été vraiment assez crucial, c'est d'être douée, sentir les gens, être observateur, observatrice, et sentir l'ambiance d'une salle, sentir si les gens vous soutiennent, sont d'accord, ont compris ce que vous vouliez dire. Et ça, c'est des choses qu'on construit pas forcément à l'école. Moi, je l'ai construit à la maison parce que c'était pas forcément facile tous les jours et qu'il fallait un peu sentir l'ambiance. Et du coup, on apprend. Donc, voilà, j'étais douée en maths et puis j'étais douée pour sentir les gens. Il y a un autre facteur qui m'a aidé dans ma carrière et qui a fait encore une fois, qui m'a permis d'accéder à ce niveau de poste. C'est que j'ai jamais été première de ma classe. J'ai jamais été première de ma classe. J'étais bonne en maths, mais j'ai jamais été première de ma classe. J'étais nulle en histoire géo, j'ai aucune mémoire. C'est pas ça qui a fait la différence. Par contre, j'avais envie, j'étais compétitrice. J'avais envie de faire mieux. Et j'ai vu des gens en prépa qui étaient bien plus forts que moi au lycée, au collège, mais qui se sont vautrés en prépa parce qu'ils ont eu peur d'essayer. Ils ont pris leur première tôle, excusez-moi, je parle franchement, ils ont fait leur premier devoir en prépa, ils ont eu 5, comme tout le monde, et puis ils n'ont pas osé. Et puis du coup, ils l'ont pas fait. Et puis ils sont sortis. Sauf que moi, j'avais l'habitude de ne pas être première, de ne pas réussir tout de suite. Donc du coup, j'ai essayé, et puis ça a marché. Ça a fait une énorme différence. Bon, il y a une autre chose aussi qui a pas mal marché dans ma carrière, c'est que je suis un peu différente, je suis assez honnête, je suis franche. Je ne disais pas au patron, au chef ce qu'il voulait entendre. Moi, je disais plutôt la vérité. Je ne me mettais pas à côté de la personne la plus influente pour lui faire plaisir. Si cette personne ne m'intéressait pas, je ne lui parlais pas. Ça a bien marché aussi. Donc, je n'étais pas dans le moule, mais pour moi, ça a été une force. C'est ce qui a fait qu'on m'a remarqué, qu'on m'a écouté. Donc ça a marché aussi. Donc vous voyez ce que je vous dis là, pas être première, être différente, moi, ça a marché pour moi. C'est ce qui a fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Et la dernière chose, et ça, je pense que c'est important si vous vous orientez vers des métiers où vous voulez être manager, chef d'équipe. Moi, j'avais tendance à être toujours un peu la capitaine de l'équipe au sport. Voilà. J'ai une petite tendance capitaine. Ça joue honnêtement. Je veux dire, si vous vous sentez l'âme d'un chef, si vous aimez faire rire vos copains, si vous êtes le moteur de votre groupe d'amis, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous avez ça en vous. Dans les métiers des sciences, en industrie, mais c'est pas que dans l'industrie. Vous pouvez exprimer ça, être chef d'équipe. Et ça, vous le savez tout de suite. Je sais que dans cette salle, il y a des gens, certains d'entre vous le savent déjà. Vous avez l'âme d'un chef d'équipe. On vous écoute. Faut juste s'écouter. Ça, vous le savez déjà. Bon, alors, est-ce que être une femme, ça a été un problème ? Non. En fait, dans mon cas, ça a été même un avantage. Parce que j'étais l'outsider. On surprend, en fait, du coup. On ne s'attend pas à voir venir la petite consultante dans l'usine, Michelin, Clermont-Ferrand, ça pue le pneu. Et finalement, on a quand même quelque chose à dire, on est pertinente, et du coup, on a l'effet de surprise pour nous. Donc au début de ma carrière, ça m'a aidé d'être une femme. Aujourd'hui, à ce niveau de poste, honnêtement, il y a tellement d'exceptions, hommes, femmes, que je trouve que ça ne joue plus du tout. Il y a beaucoup de généralités qui sont dites sur les femmes et les hommes en termes de comment
on communique, si on est plus sensible, bon. À ce niveau-là, honnêtement, ça devient assez politique. Donc, je pense que ça ne joue pas tant que ça. Il y a vraiment trop de cas particuliers. Mais dans les premières années, être une femme, ça a été un avantage. Dans les milieux où je suis, est-ce que c'est la parité homme-femme? Non. Et puis, ce n'est pas juste en France. Je le vois à l'international. Moi, ça fait 10 ans que je ne travaille plus en France. Je suis que ailleurs. Je travaille avec très, très peu de Français. Il n'y a pas la parité. Mais après, il faut regarder dans les écoles d'ingénieurs. Aux Ponts et Chaussées, sur une promo de 120 élèves, on était 15 filles. Comment est-ce qu'on peut être à 50-50 après dans l'industrie? On ne peut pas. Donc ça commence avant. Est-ce qu'il y a un seul moment dans ma vie où être une femme, je me suis sentie comme si les portes étaient fermées devant moi? Jamais. Donc honnêtement, si vous voulez être ingénieur, vous pouvez être ingénieur. Aujourd'hui, dans l'éducation française, moi j'ai fait du public, hein, la porte est grande ouverte. Donc c'est que dans votre tête. Si vous avez envie d'être ingénieur, vous serez ingénieur. Et juste pour finir, avant les questions, alors c'est peut-être parce que je suis enceinte, parce que du coup quand on est enceinte, on réfléchit un petit peu à ce qu'on veut pour son enfant. Hein. Est-ce que j'ai envie que mon enfant soit ingénieur? Bah pas forcément, hein, je vais être honnête. Je suis désolée, hein, je sais que le sujet c'est les sciences. Par contre, j'ai envie qu'il soit bon. Il peut être, ou elle peut être boulangère, tout ce qu'elle veut, hein, tout ce qu'il veut. Mais j'ai envie qu'il excelle, qu'il soit bon, qu'il soit fiable. Puis j'ai envie qu'il soit passionné, quoi, qu'il ait envie. Mon filleul, il a votre âge, il a envie de rien faire dans sa vie. Bah, je suis désespérée pour lui. J'ai envie de lui dire, mais si tu as envie d'être, je sais pas moi, faire du montage son, d'être sur les festivals, si tu as envie d'en faire du cirque, tant mieux, mais au moins que tu as envie de faire un truc. Donc si vous voulez faire des sciences, tant mieux. Si vous ne voulez pas faire de sciences, tant mieux, c'est pas grave. Du moment où vous ayez envie de faire un truc, que vous fassiez bien, vous soyez passionné, vous soyez fiable. Moi, c'est ce que j'attends des gens dans mon équipe, par exemple. Okay. Donc, en gros, bougez-vous et puis éclatez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est... Est-ce que vous avez des questions parmi vous? Non, tout le monde est timide. Alors moi, j'ai une question, en fait. Je voudrais savoir qui parmi vous envisage une carrière scientifique? C'est-à-dire ingénieur ou... Ah bah quand même. Non mais moi, je suis pas là pour... C'est pas pour me faire plaisir, hein. Et je voudrais juste savoir... Les filles, vous pouvez laisser les mains en l'air? Je voudrais juste savoir combien il y a de filles qui envisagent... Bon, il y en a un peu moins. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une question sur le parcours de Johanna? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez savoir? Oui, je vous passe le micro. Bougez pas. Je voulais savoir, vous faites quoi concrètement? Votre entreprise, elle consiste à quoi quel est le but de votre entreprise? Donc en fait, mon entreprise s'appelle Sandvik. C'est le leader mondial des machines qui vont dans les mines d'or, d'argent, partout dans le monde. Nos plus grands secteurs d'activité, c'est l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Amérique du Sud. Donc on vend des méga machines, c'est un peu comme dans Star Wars, c'est des méga pelleteuses, des méga foreuses. Encore une fois, moi c'est pas mon dada, enfin ça serait plus du chocolat. Mais ce que je fais pour eux, c'est que je suis la directrice mondiale des stocks des pièces de rechange pour ces machines. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un site minier, si le site s'arrête, s'il y a une machine qui tombe en panne, ça se compte en millions d'euros de pertes par jour. Donc tout le jeu pour moi, c'est de mettre les bonnes pièces de rechange au bon endroit dans le monde. En sachant que les mines, elles sont dans les montagnes. Donc par exemple... Il y a une des plus grandes mines au monde, elle est au Chili, à 5 heures de route du village le plus proche. Donc qu'est-ce que je dois mettre et où? En sachant que les pièces de rechange, ça peut être des cabines, comme des boulons, comme des boîtes de vitesse. Donc c'est des pièces qui peuvent valoir entre 50 centimes et 20 000 euros. Voilà. Donc je gère les stocks et je les achète. Oui.
1, 2. Ok. Je voudrais savoir si, vu que vous êtes ingénieur, je voudrais savoir si vous faites des voyages souvent. Ah bah oui, parce qu'en fait, donc j'ai une équipe de 90 personnes et ces 90 personnes, c'est des responsables des stocks dans le monde. Donc en fait, dans mon équipe rapprochée, enfin 90 personnes, c'est une pyramide. Donc moi j'ai 8 personnes qui sont juste sous moi et ces 8 personnes, elles ont des équipes en dessous qui ont des équipes en dessous, d'accord ? Bah, si je regarde les 8 personnes sous moi, j'ai un Brésilien, un Australien, un Africain du Sud, un Finlandais, une Irlandaise, une Française et un Américain. J'en manque un. Et un Suédois, mais que j'ai fait expatrier à Singapour. Mais Voilà. vous n'avez pas de vie de famille? Parce Eh ben que là, si. vous êtes enceinte, ça veut dire votre bébé, là, vous allez avoir les trucs de congé, mais après... Ouais, de congé de maternité. Ouais, voilà. Bref, mais quand vous allez avoir... quand votre bébé il va naître, eh ben, vous allez moins voyager. Ah oui, bah oui. Mais en fait, ce choix-là, je l'ai fait quand je suis passée dans l'industrie. Parce que quand j'étais dans le conseil, franchement, j'avais pas de vie. J'entrais à Paris faire la fête le week-end. Mais le reste du temps, j'étais à l'autre bout du monde, d'accord ? Et c'était un peu Dark Vador, hein, parce que le conseil, c'est très capitaliste, c'est des gros sous. Vraiment, c'est un monde très particulier. Alors, c'est marrant, hein, mais la vie que j'avais personnelle, elle était hyper fantasque. Donc, quand je suis passée dans l'industrie, c'était aussi avec un projet de vie de me poser et d'avoir du temps pour fonder une famille, etc. Aujourd'hui, ce que j'ai appris en tant que consultante, c'est que pour travailler avec des gens qui ne sont pas dans votre ville, il faut les rencontrer une fois. Ça suffit. Après, on peut travailler au téléphone, on peut travailler en vidéoconférence. Donc, je ne voyage pas tant que ça. Aujourd'hui, je voyage, les endroits où je vais le plus souvent, c'est en Europe, à Amsterdam, en Suède. Et 2 à 3 fois par an, cette année, je suis allée au Mexique, je suis allée en Asie. Enfin, je vais peut-être faire 2-3 voyages par an. Ça, c'est rien à voir avec avant. Hein. Avant, c'était vraiment la folie. La semaine pour la semaine suivante, tu apprends que tu pars 2 mois en Australie, tu savais pas quoi. Enfin, mais c'est hyper excitant. Enfin, franchement, c'est charmé. Hein. Enfin, il n'y a rien à dire. Entre 25 et 30 ans, c'est super quoi. Bonjour, moi je suis du lycée Turgot. Donc en l'occurrence aujourd'hui on est là surtout pour notre orientation. Donc je voulais vous poser une question, enfin plus par rapport à l'orientation. Vous avez fait une école, c'est les Ponts et Chaussées, ouais. Donc une très grande école bien sûr. Et je voulais savoir si en sortant de cette école vous avez eu plus d'opportunités que d'autres personnes parce que cette école était plus élitiste. Oui, enfin je pense qu'il faut pas se leurrer. Hein. Enfin c'est un peu le principe des concours. Hein. Plus on est haut dans les concours, plus on a accès à des écoles prestigieuses. Plus on va avoir un meilleur accès au monde du travail. Je savais qu'en arrivant au pont, je vous l'ai dit, c'est le ticket d'or Charlie la chocolaterie. Hein. On va avoir accès au monde du travail plus facilement. On va avoir accès à des niveaux de salaire en embauche plus hauts. C'est sûr. Enfin, c'est pas pour rien qu'on s'embête en prépa. Hein. On s'embête en prépa pour cartonner au concours, pour avoir une super école, parce qu'après la vie elle est plus facile. Enfin, sinon, ça sert à rien de le faire. Hein. Tu vois, je suis d'accord avec vous et aussi donc par rapport à notre cursus de terminale S, pour finir en gros avec nos 2 trimestres, en gros ce qu'on doit faire entre autres c'est cartonner, avoir une super moyenne, donc assurer les notes parce que vous êtes rentré surtout sur concours donc avec le dossier etc. Mais si on veut intégrer des grandes écoles donc faut avoir des bonnes notes et des bonnes appréciations ou c'est surtout les notes. Pour alors la prépa, ça fait pas tout, mais c'est vrai faire une bonne prépa, ça aide parce que du coup, vous êtes dans un niveau. En fait, c'est le principe des concours. Le principe des concours est très particulier. Faut pas être bon, faut être le meilleur. C'est très différent. Donc, ce qui est bien quand tu es dans une bonne prépa, c'est que tu sais où tu es par rapport à des gens qui sont les meilleurs. Tu vois, tu peux être le premier de ta classe et être dans une prépa moyenne, ça veut dire qu'au concours, tu vas pas du tout être dans les meilleurs. Donc tu te trompes d'échelle de référence en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même essayer d'être dans la meilleure prépa possible pour être dans la bonne échelle de référence. Et pour être dans une bonne prépa, les notes ça joue. Après, je sais que un bon dossier, des bonnes appréciations de professeurs, ça marche aussi. Mais ils n'attendent pas les résultats du bac. Hein. En général, vous avez vos réponses pour vos prises. C'est avant les résultats du bac. Donc ça veut dire que quand même votre dossier compte. Hein. Mais
vous pouvez avoir eu une première moyenne. Si vous cartonnez sur votre terminal, c'est cool aussi. Enfin, rien n'est immuable. Okay, donc, ça vaut la peine de se battre. Là, vous avez encore un trimestre et demi devant vous, c'est ça? Un trimestre? Deux trimestres devant vous. Ben, allez-y, quoi, foncez. Je crois qu'on a fait le tour des questions, ou sauf s'il y a quelqu'un qui a encore une... Non. Alors non, il n'y a pas d'autres questions. Ok, alors juste pour finir, là on parle de voies qui sont quand même assez élitistes. Hein. J'ai parlé de Hoche, j'ai parlé des ponts et chaussées. Il y aura que peu d'entre vous qui iront dans ce genre de filière. Filière. Ok. Ça ne veut pas dire que pour les autres, c'est fini. Hein. Enfin, je veux dire, ne soyons pas élitistes, justement. Moi, j'ai rencontré des gens dans ma carrière, ils ne sont pas du tout passés par les ponts et chaussées. Hein. Et pourtant, ils sont au même niveau que moi, ils s'éclatent, ça ne pose pas de problème. Donc c'est un peu le problème avec le système français. Donc ne vous cantonnez pas à ça, soyez créatifs. Et encore une fois, il n'y a pas que les écoles d'ingénieurs. Quoi que vous fassiez, je reviens à mon message et à ma conclusion, juste soyez bons, soyez fiables, soyez passionnés, éclatez-vous. Enfin, faites pas comme dans les clips de Stromae avec votre téléphone en train de faire métro boulot dodo. Là, trouvez un boulot qui vous plaise. Vous allez y passer 70% de votre temps. Et c'est maintenant que ça se joue. Donc juste posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que vous, qu'est-ce qui vous plaît, quoi? Enfin voilà, ça serait juste mon message. Merci beaucoup, Joanna. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, deuxième témoignage, autre parcours. Anne Michelin, qui est chercheuse au Centre de la recherche sur la conservation des collections. Donc c'est une femme scientifique qui va vous parler de ce qu'elle fait, de son parcours, qui a une présentation pour ça. Oui. Bonjour, donc moi je vais vous parler de mon métier et donc commencer par dire donc je travaille sur la caractérisation et la conservation des matériaux du patrimoine, et je vais revenir sur ma formation et pourquoi je suis arrivée là sur ce métier un peu bizarre. Je vais vous en dire un peu plus tout de suite. Moi j'ai eu un parcours quand j'étais en terminale S, j'adorais les sciences. Mais j'adorais aussi tout ce qui était culture. J'adorais, je faisais art plastique latin, je peignais le week-end. J'étais vraiment passionnée par tout ce qui était musée, par tout ce qui était culture. Et en terminale, on m'a dit, à la fin de la terminale, on m'a dit faites un choix. Il faut choisir. C'est soit vous êtes scientifique, soit vous êtes littéraire, mais vous ne pouvez pas être les deux. Alors comme je me débrouillais en sciences, comme j'aimais ça, j'ai dit bon, je vais continuer, je vais faire une prépa. Je vais intégrer une école d'ingénieur, mais voilà, je savais pas exactement où j'allais exactement, mais je me suis dit bon, on va continuer et on verra plus tard. Donc j'ai fait mes 2 années de prépa que j'ai pas forcément beaucoup apprécié. Je détestais la compétition, je n'avais pas du tout l'esprit qu'il fallait, mais j'ai réussi à intégrer une école d'ingénieur qui n'est pas la meilleure, chimie physique Bordeaux, mais qui me plaisait bien parce qu'il y avait de la chimie et de la physique, pas trop spécialisée. Et moi, c'est ça que je voulais. Je voulais quelque chose assez ouvert. Donc, je suis allée à Bordeaux, j'ai fait mon école d'ingénieur. Je me suis spécialisée en matériaux parce que moi, c'est l'aspect matériaux qui me plaisait. Si j'aime l'art plastique, si j'aimais le dessin, la peinture, c'est pour le côté matériaux. Et je suis curieuse, j'aime comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais. Donc je trouvais que ça correspondait bien à ce que j'aimais. Et une fois à Bordeaux, en fait, je me suis rendu compte que sur le campus, je pouvais avoir accès à d'autres formations. Et j'ai trouvé une formation
un master en recherche, caractérisation des matériaux anciens. Et je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est revenir sur les biens culturels, c'est revenir sur tout ce qui se passe dans les musées. Donc là, j'ai les deux. J'ai à la fois les sciences et à la fois, ça satisfait mon goût pour les matériaux anciens et pour le passé. Donc j'ai fait un super stage à la fin de mon Master 2 sur la caractérisation d'un trésor avec des fausses monnaies où on s'est amusé à faire... Enfin, pour moi, c'est du jeu. Ça m'amuse toujours de faire mon métier, mais de se poser des questions sur comment ces fausses monnaies étaient fabriquées, de faire des expérimentations, de revenir en laboratoire et d'avancer sur ces conclusions-là. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, de l'archéométrie, c'est-à-dire des sciences dans le but d'aider un historien ou un archéologue. Donc j'ai trouvé ça génial, je me suis dit je vais continuer. Et la démarche en fait qu'on a en master recherche me plaisait beaucoup. On fait des hypothèses, on fait des expériences, on voit ce qui est concluant et on recommence si c'est pas concluant. Donc le côté recherche me plaisant beaucoup. Je me suis dit je veux faire une thèse. Mais le domaine de l'archéométrie est un tout petit milieu, vraiment tout petit. Et au moment où je suis sortie, il n'y avait pas de thèse en archéométrie exactement. Donc j'ai trouvé une thèse qui correspondait à peu près à ce que je voulais, c'est-à-dire qui travaillait sur des matériaux anciens, en l'occurrence des verres archéologiques, mais dans un contexte industriel. Et là, j'ai travaillé donc au CEA, donc au Commissariat à l'énergie atomique, donc dans l'industrie du nucléaire. Donc là, le lien, on ne le voit pas forcément tout de suite. Mais en fait, il s'explique parce que les déchets nucléaires, en fait, on considère aujourd'hui qu'on va les destiner à être stockés dans des matrices de verre, dans des containers en acier, dans le sous-sol. Et ça, pour des durées extrêmement longues. Et ces durées-là, en fait, elles ne sont pas envisageables sur une échelle humaine. On est sur des dizaines de milliers d'années, voire plus. Donc, c'est vraiment des échelles de temps qui ne sont pas accessibles en laboratoire. Et donc, ils ont trouvé que c'était intéressant de s'intéresser à des matériaux qui étaient un petit peu plus vieux, des verres archéologiques qui avaient 400 ans. Et c'était déjà une première façon, en fait, de voir comment ça se comporte sur un terme un peu plus long. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis intéressée à ça et à mettre en place, à comprendre en fait les mécanismes d'altération de ces verres archéologiques. Et le côté comprendre les mécanismes d'altération, moi, ça me plaisait beaucoup. C'est comprendre comment la matière, elle se transforme. On fait des expériences sur du très court terme, on fait des modélisations, on compare avec ce qu'on a sur nos objets archéologiques et ça me plaisait énormément. Donc après ma thèse, j'ai enchaîné sur 2 post-doctorats, donc 2 expériences de recherche qui tournaient autour de la compréhension de ces mécanismes d'altération. Donc plutôt côté fer, j'ai travaillé pendant ma thèse côté verre, plutôt côté fer pendant mon premier post-doctorat. Et dans le deuxième, je me suis redirigée petit à petit vers le patrimoine, sur tout ce qui était calcaire et vitraux, donc tout ce qui était un peu monument historique. Voilà, et en 2013, j'ai postulé à un poste de maître de conférence du Muséum national d'histoire naturelle. Et je l'ai eu, et j'étais très contente. Et ce poste, en fait, il est rattaché à un laboratoire, donc le centre de recherche sur la conservation des collections, dans une équipe qui s'intéresse à la couleur et aux effets visuels. Et je me suis spécialisée, en fait, sur l'étude des manuscrits anciens et le développement de techniques non invasives. Donc, juste pour dire 2 mots sur mon laboratoire, c'est un petit laboratoire dans une unité plus vaste et on est 3 équipes en fait avec le laboratoire de recherche des monuments historiques et l'équipe recherche et conservation de la Cité de la musique à travailler en fait sur la conservation des biens culturels. Alors comme ça vous parle peut-être pas, mais en fait on fait plein de choses différentes. On a 3 thématiques principales. On a une première thématique qui va s'intéresser aux objets en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils racontent en fait ? Je parle vraiment pas assez fort, désolée. Donc on va s'intéresser aux objets du patrimoine et on va se poser la question, on va se poser plein de questions. On va se poser la question de cet objet, il a été fabriqué avec de la matière première, il a été transformé, donc on obtient un objet et il va être utilisé. Et sur toutes ces étapes-là, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions de datation, de provenance, de quelle est la chaîne opératoire qui permet de transformer la matière première en objet, et simplement à quoi sert l'objet. Parce qu'aujourd'hui, vous savez à quoi sert cette bouteille d'eau.
dans 300 ans, peut-être que l'objet n'aura pas de signification pour vous. Donc, on a une grande thématique qui est autour de ces objets et d'essayer de raconter leur histoire. Et raconter leur histoire, c'est raconter l'histoire de la société qui les a utilisés. Donc ça, c'est vraiment un aspect important dans les thématiques du laboratoire. Je vais m'asseoir. Désolée. Je suis à un jour de mon congé maternité, légèrement essoufflée. Et ensuite, l'objet, généralement, il est utilisé et après, il est abandonné par la société qui l'a fabriqué. Abandonné ou au mieux, il est relégué dans des réserves, peu importe. La conséquence, c'est qu'il va s'altérer, il va se dégrader. Et ça, c'est le deuxième axe du laboratoire où on va s'intéresser à tous ces mécanismes d'altération. C'est aussi pour ça que j'ai été recrutée, parce que j'avais le profil pour faire ce genre de choses. Et après, l'objet peut être redécouvert lors d'une fouille ou simplement parce qu'un jour, on considère qu'il est intéressant. Et on peut se poser des questions sur la conservation, la restauration. C'est-à-dire dans quelles conditions il faut que je garde mon objet pour qu'il vive le plus longtemps possible. Et s'il est trop abîmé, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour le restaurer? Avec quels matériaux? Pour qu'il n'y ait pas d'interaction ou ce genre de choses. Donc, au sein de notre laboratoire, on a différentes équipes. On travaille, vous voyez, sur des matériaux qui sont différents. Et nous, on est un peu une équipe transverse parce qu'on ne s'intéresse pas à un matériau en particulier, mais on s'intéresse aux questions de couleur. Donc, comme je vous disais, nous, on s'intéresse à la caractérisation des matériaux du patrimoine en privilégiant l'aspect couleur. Mais on s'intéresse aussi à développer tout un tas de techniques non destructives, donc où on ne va pas faire de prélèvement et où on va se baser sur l'interaction lumière-matière. Et je peux m'arrêter aussi. Hop. Et en fait, moi, mes projets de recherche, ils vont concerner, donc comme je vous disais, beaucoup l'étude des manuscrits anciens, avec des questions qui sont vraiment d'archéométrie. On va essayer de sonder la matière, de comprendre la matière, pour donner des informations aux archéologues et aux historiens. Aux historiens, je ne vais pas y arriver. Donc, on a travaillé sur différents manuscrits. Le dernier en date, c'est le Codex Borbonicus, donc c'est un manuscrit aztèque, où on s'est posé des questions. On avait un manuscrit qui avait deux parties vraiment avec des styles différents. Et l'idée, c'était de voir si les matériaux étaient les mêmes ou étaient différents. Est-ce qu'ils pouvaient nous renseigner sur l'époque où ces deux parties avaient été faites? Donc ça, c'est par exemple un type d'étude qu'on a fait. On a aussi des questions sur l'amélioration de la lisibilité. Donc là, vous avez deux études qu'on est en train de faire. L'une sur les manuscrits brûlés de Chartres, donc des manuscrits d'une bibliothèque qui a brûlé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez à gauche un exemple de ces manuscrits qui sont à moitié délavés. Et à droite, ce qu'on peut faire, et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de technique pour essayer de révéler ce texte qui est caché, qui est perdu. Et puis, on a le cas des lettres de Marie-Antoinette. Les lettres de Marie-Antoinette, c'est une correspondance où on a des passages qui ont été raturés, et donc on ne peut pas lire ce qu'il y a dessous. Et donc l'idée, c'était évidemment, qu'est-ce qui a été écrit dans cette correspondance. Donc voilà, après on a des études qui sont plus théoriques sur comment on va traiter les données qu'on a obtenues avec ces différentes techniques. Et puis, j'ai aussi l'occasion de travailler sur d'autres objets de musée, pas uniquement sur les manuscrits. Donc, on fait partie d'un projet européen Hyperion, qui est en fait un laboratoire mobile. Donc, on nous demande de partir sur le terrain, analyser pour des conservateurs un certain nombre d'objets. Donc, vous avez ici le cas où on est à Londres sur une série de tableaux de Manet. Et à droite, on est à Madrid sur des sarcophages. Comme je vous l'ai dit, notre laboratoire, il travaille avec l'équipe de la Cité de la Musique, et donc on a aussi une étude sur des guitares électriques. Et enfin, parce que le côté mécanisme de dégradation me plaît toujours autant, j'ai aussi un sujet qui est sur le blanchiment du bleu outre-mer, qui est un pigment qui a été utilisé. Et l'idée était de savoir pourquoi on avait ce blanchiment et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour y remédier. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc juste pour dire que moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment de comprendre la matière. Je trouve ça toujours passionnant quand on a des bases théoriques, des choses que vous avez appris là au lycée ou vous apprendrez plus tard. Ça reste hyper théorique, vous ne savez pas pourquoi on vous dit ça. Et en fait, vous allez exploiter toute cette connaissance sur les matériaux pour leur faire dire
des choses pour les caractériser, pour en apprendre plus sur la façon dont les objets étaient fabriqués ou simplement dans la façon dont ils vont se comporter dans le futur. Et moi, c'est ces côtés-là qui me plaisaient énormément. Ça satisfait ma curiosité, ça me permet de rester dans un contexte avec des musées, avec des biens culturels. Donc en fait, moi j'ai trouvé le métier qui me passionne. Donc vraiment, sur ce point-là, je rejoins tout à fait Johanna, parce que moi j'ai choisi le métier qui me passionnait et qui me permet vraiment d'être interdisciplinaire, de voir des gens très différents et de rester dans un milieu qui m'épanouit. Voilà. Merci beaucoup Anne. Un peu essoufflée. Donc, alors, vous avez vu, on n'est pas obligé de faire des métiers dans l'industrie quand on fait des sciences. On peut aussi faire des métiers qui se rapprochent de l'art et du patrimoine. C'est un peu l'idée de cette rencontre, c'est de vous dire que c'est pas parce que vous faites une voie scientifique que vous êtes cantonné dans des métiers très spécifiques. Concernant cette intervention, sur ce que fait Anne, ou peut-être que vous souhaitez en savoir plus, notamment sur la façon dont vous avez réussi à lire les messages cachés de Marie-Antoinette. Parce qu'en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que le laboratoire où travaille Anne a réussi à déchiffrer ce qui était en dessous des ratures. Et c'était dans une correspondance assez spécifique, parce qu'en fait, c'était au moment où elle écrivait, c'était au comte Fersen, qui est en fait son amant, on peut le dire. Et donc, en fait, il y avait toute une correspondance comme ça qui a été faite entre Marie-Antoinette et le comte de Fersen. Et il y a eu des messages qui ont été raturés. Alors, ils n'ont pas été raturés par la reine, ils ont été raturés plus tard par les héritiers du comte de Fersen, on suppose. Et du coup, on se demandait quels étaient les messages, parce qu'on était donc évidemment dans la période un peu trouble qu'on connaît de la début de la Révolution française, et on se disait, mais est-ce que c'est des messages qu'elle lui envoyait en code, parce qu'ils étaient codés aussi? Est-ce que c'est des codes pour qu'ils viennent l'aider? Est-ce que c'est du code qui correspond vraiment à la Révolution française, ou est-ce qu'on a raturé des messages d'amour? Et alors, on avait raturé quoi? Alors sur la lettre qu'on a réussi à décrypter, c'est des messages d'amour. Mais donc c'est pas politique, on n'est pas sur quelque chose. Mais c'est une étude en fait qui a duré 1 an pour l'instant, qu'on va continuer. Et donc on ne sait jamais. Il y a peut-être d'autres choses cachées. Donc vous pouvez faire des sciences pour lire des mots doux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous voulez savoir des choses plus spécifiques? Oui, il y a une question. Est-ce que le fait d'être ingénieur a eu une influence sur votre poste au Muséum d'histoire naturelle, ou votre doctorat aurait pu suffire? Alors, ça aurait pu suffire. Je sais que c'est pas négligeable. C'est-à-dire que mon dossier il a été sélectionné pour que je passe les oraux de maître de conf parce que j'avais un diplôme d'ingénieur. Je sais que ça a joué. Mais par ailleurs, j'ai plein de collègues qui n'ont pas de diplôme d'ingénieur du tout et qui ont réussi aussi bien. Donc, dans mon cas, moi, je sais que ça a joué, mais je sais aussi qu'il y a d'autres moyens de faire. Moi, mon parcours, il est relativement linéaire. J'ai réussi assez bien à enchaîner les choses. C'est pas du tout le cas pour tout le monde. Donc, on peut passer 2 ans à travailler en industrie, revenir, faire autre chose. Il peut y avoir des parcours beaucoup plus tortueux et beaucoup moins directs que ce que j'ai pu faire. Maintenant, je sais que les cartes que j'ai jouées ont bien marché. C'est pas toujours le cas. Et juste pour revenir par rapport à Johanna, moi j'étais une bonne élève, mais j'ai jamais été une excellente élève. Mon école, c'est loin d'être la meilleure école d'ingénieurs du monde, mais ça m'a permis moi d'avoir des bases solides. J'ai une formation d'ingénieur qui m'a énormément servi, qui m'a aussi beaucoup servi à apprendre à faire des présentations, à apprendre à réagir dans le stress. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident dans les formations universitaires. Donc moi, j'avais bien aimé ma formation d'ingénieur, même si dans l'école d'ingénieur, on ne comprenait pas ce que je venais faire là-bas. Mais ça, c'est pas grave. Oui, encore une question ?
Ah, la neige. Ah, j'ai un concurrent déloyal. Est-ce que le fait d'être une femme, ça a changé quelque chose dans votre travail ? Moi, personnellement, rien du tout. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti. Je ne l'ai jamais ressenti. Après, je pense que ça dépend. J'étais dans une classe préparatoire, mais en fait relativement mixte. On devait être 50-50 filles-garçons. Après, en école d'ingénieur, comme il y avait chimie et physique, c'est pareil, c'était assez mixte. À aucun moment dans ma carrière, je me suis dit être une femme est un problème. Après, il y a des choses qui sont intimidantes. J'ai fait ma thèse au CEA, commissariat à l'énergie atomique, moyenne d'âge 55 ans, public très masculin, et vous êtes devant des industriels, vous avez intérêt à les convaincre. Mais être une femme ou être un homme, moi, personnellement, je n'ai pas vu franchement de différence avec mes collègues à aucun moment. Donc je suis peut-être pas le meilleur exemple pour ça. J'ai jamais eu besoin de défendre cette position-là. Tant qu'on était bon, il n'y avait pas de problème en fait. Tant qu'on sait argumenter, tant qu'on sait ce qu'on fait et pourquoi on le fait, être une femme ou être un homme, ça n'a pas posé de problème. Est-ce que hors prépa, il y a un avenir pour les S? Parce que à vous entendre, oui, bien sûr. Heureusement, moi, c'est pas du tout un parcours classique. Le passage prépa, il n'était pas du tout imposé pour faire le métier que j'ai fait. Donc, dans mes collègues aujourd'hui, il y en a qui ont fait une fac, il y en a qui ont fait un IUT, il y en a qui ont fait, qui ont fait des parcours un petit peu différents. Là, moi, j'ai un post-doctorant, il a travaillé 2 ans. Il s'est rendu compte que ce qu'il avait fait, ça lui plaisait pas. Il a repris une formation en fac. Il a refait un master 1, un master 2 et il est venu faire une thèse et voilà, et il a un poste de... Alors post-doctorat, c'est précaire, mais il a réussi à faire ce qu'il voulait après avoir fait totalement différemment. Donc non, c'est pas du tout un passage obligé. Disons que moi, je savais pas très bien ce que je pouvais faire, comment je allais faire, et qu'on m'avait dit bon, va en prépa, tu peux le faire. Donc voilà, je m'étais pas franchement posé plus de questions. J'aurais peut-être pu me poser plus de questions à ce moment-là. Après, je regrette pas parce que les choix que j'ai faits m'ont donné la formation que j'ai actuellement et que je trouve très bien. Donc voilà, mais il y a autant de parcours différents que de personnes. Et c'est aussi ça comme message. C'est moi, j'ai rencontré des personnes à des moments précis qui m'ont permis de m'orienter, de m'ont montré des choses que je connaissais pas et qui font que j'ai réussi à trouver le métier qui me correspond. Et ça, c'est plus important, en fait, je crois. Avoir, c'est un grand terme, mais un réseau, rencontrer des gens, en fait, faire l'effort d'aller voir des personnes, même si vous ne les connaissez pas, en disant « Ah tiens, ça m'a l'air intéressant ce qu'il fait, je vais le contacter, je vais voir ce qu'il peut me raconter ». Ça, c'est vraiment très important, en fait. Oui, je crois qu'effectivement, et en plus, à la chance que des réseaux sociaux et tout ça, c'est vraiment une chance pour vous. Les gens sont toujours très contents de parler de leur travail. Il faut savoir qu'il y a toujours des questions d'ego, on adore parler de soi. Donc n'hésitez pas, en fait, si vous êtes en train de vous poser des questions sur ce que vous voulez faire, il y a des gens, vous les repérez, vous les regardez, vous leur envoyez un email ou un message sur les réseaux sociaux et vous verrez, vous avez des fortes chances qu'ils vous répondent. Si la personne ne vous répond pas, généralement, il y a d'autres personnes qui font ce métier, nul n'est irremplaçable. Donc en fait, n'hésitez pas, la question est vraiment, si vous avez des questions, allez-y. C'est vraiment l'opportunité où vous pouvez leur demander comment ils ont fait, vous pouvez leur demander ce qu'ils font, vous pouvez leur demander de partager des expériences. Il y en a même qui vous accueillent sur leur lieu de travail et qui vous montrent. Les gens n'ont absolument rien contre les curieux quand elle est bien placée, la curiosité. Donc n'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et moi, je vois à chaque fois que je rencontre des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui travaillent, la conclusion, c'est à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir ou à m'interpeller. Donc je pense qu'à un moment assez crucial où vous êtes du choix, même s'il faut toujours se dire que c'est pas parce que vous faites un choix aujourd'hui que c'est un choix qui va vous engager sur toute votre vie. Il y a pas vous avez un droit à l'erreur et vous avez le droit de changer de parcours. Mais au moment du choix, c'est toujours le mieux de savoir, c'est de savoir ce que font les gens. Et le mieux des personnes qui est les mieux placées pour vous en parler. Alors vous êtes entouré par des professeurs et des conseillers d'orientation, mais on n'est jamais mieux servi que par les gens qui font eux-mêmes leur travail. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces rencontres. C'est un moment d'échange, donc il faut en profiter.
Donc, je vous demande d'accueillir, c'est Brooke Tata, qui est une Américaine. Bonjour Brooke. Bonjour. Alors, Brooke est une chercheuse en neurosciences et elle a été récompensée par le prix UNESCO pour les femmes et la science et L'Oréal, qui est un prix qui est distribué tous les ans à certaines chercheuses pour les aider. Il y a des distributions de bourses et il y a une reconnaissance. L'idée, c'est d'aider les femmes à aller plus vers la science. Effectivement, les femmes qui interviennent ici, vous direz qu'elles n'ont pas forcément connu des problèmes de préjugés de sexe, mais il y a le vrai problème qu'on rencontre aujourd'hui et qui est un problème qui est assez important, c'est qu'il n'y a pas assez de jeunes femmes qui se tournent vers les sciences. Je vais vous donner quelques chiffres comme ça. Il y a 37 femmes qui sont chercheurs en France, 37% de femmes, pardon, qui sont chercheurs en France aujourd'hui. Dans les écoles d'ingénieurs, on estime qu'il y a 28% d'étudiants qui sont des étudiantes. Et ça, c'est des grandes lignes, parce que vous savez que dès que vous tombez vers l'informatique, qui pourtant, on le dit suffisamment, est un métier d'avenir, il y a entre 5 et 8% de filles dans les effectifs. Donc c'est vraiment un problème, hein. L'idée, c'est vraiment de se dire pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir plus de femmes. Et L'Oréal, pour les prix, enfin le prix UNESCO L'Oréal pour les femmes et les sciences, essaye de combattre ça en mettant en lumière les jeunes femmes qui ont ce parcours. C'est des choses qui se jouent très tôt. Enfin, il y a toutes les explications qui se disent pourquoi les filles font pas de sciences, parce qu'elles trouvent que c'est masculin, parce que finalement il y a un discours autour des sciences qui est un discours masculin à tort. Et l'idée, c'est de dire aux jeunes filles, mais il faut changer ça, il faut y aller. Et surtout que les métiers d'avenir sont des métiers qui demandent des sciences, ou sont des métiers d'ingénieurs, ou qui sont des métiers d'informatique et de développeur, où il faut un peu aimer les mathématiques ou autre, mais on peut être développeur et faire du code. Et je pense qu'il y en a qui ne vont pas me dire le contraire, sans aimer les mathématiques ou sans être mathématicien. Donc j'essaie de revenir vers quelque chose d'autre. Donc Brooke, vous avez une présentation ? Oui. Oui. Donc je ne sais pas si... Okay. Oui, no, c'est bon pour ça, pour une raison. Donc voilà, je vais faire... Je vous laisse. Donc je suis vraiment désolée si vous ne comprenez pas. J'ai un accent assez fort en français, mais... donc, de toute façon, si c'est un problème, c'est peut-être un peu franglais. Mon présentation est en anglais, mais je vais essayer le mieux. Mais si c'est un problème, je peux aller lentement. Je peux faire en franglais. Donc, je suis là, en fait, et c'est vraiment un honneur. Parce que, en fait, c'est blanc pour une raison. Parce que je vais faire une présentation un peu différente. Un peu plus à propos de moi, mon parcours personnel et professionnel et comment je suis arrivée. Donc, c'est à UNESCO, à Bangkok pour UNESCO. J'ai donné une présentation et en fait, c'était bon pour une raison de juste lever votre main. Si vous avez pensé que je suis un scientifique, si je suis promenée dans cette salle et vous ne savez pas qui je suis. Il y a presque peut-être pas une personne qui pense que j'étais une scientifique du tout, une chercheuse. Et donc, ça, c'est quelque chose vraiment intéressant. Et quand j'ai posé une question à des élèves, ils ont vraiment pensé à propos d'Einstein. Tout le temps. Que quand ils ont pensé à propos d'une scientifique, c'est une personne avec les cheveux un peu... c'est moi, en fait. Je suis un peu... bordel, je ne sais pas le mot, mais désolé. Mais de toute façon, c'est quelqu'un vieux, isolé, un homme, quelque chose comme ça. Donc, je suis là vraiment pour parler à propos de la confiance, pour casser les stéréotypes, en fait. Parce qu'il y a vraiment des stéréotypes et on ne sait même pas qu'est-ce que c'est des stéréotypes. Parce que c'est normal dans notre société, dans notre culture, dans notre famille. C'est normal. On ne pense pas à propos de ça, on suit ça. Donc, je vais parler un peu à propos de ça. Et ça, c'est un peu bizarre. Parce que quand je dis que j'ai fait mes études, j'ai fait mon master en génétique, j'ai fait mon doctorat en neurosciences, en neuroendocrinologie, et des gens pensent, mais non, qu'est-ce que tu fais vraiment? Je suis un scientifique, mais non... Tu dois faire quelque chose comme des cosmétiques ou quelque chose. Donc, on doit convaincre, des femmes doivent convaincre des gens tout le temps. C'est fatigant, en fait. Donc, mais moi, je n'étais pas née du tout une scientifique. Donc, peut-être ça va soulager des questions à propos de
est-ce que je dois avoir des meilleures notes dans une classe? Je vais parler à propos de moi parce que moi, je n'étais pas du tout une bonne étudiante. Parce que dans ma famille, peut-être c'est... oui, je vais parler à propos de ça plus tard. Dans ma famille, en fait, c'était plus dans le sud. Je vais parler à propos de franglais. À propos de cette diapo-là, était dans le sud aux États-Unis. Il y a des stéréotypes assez forts. Les femmes doivent rester à la maison, doivent habiller bien, marier un homme riche, et c'est tout. L'éducation, rien. Donc, dans ma famille, c'était pour faire des études. Désolé pour mon français, mais ils s'en fichent à propos de ça, ma famille. Donc, c'était un peu dur. Moi, j'ai jamais pensé qu'est-ce que j'ai voulu faire, qui je suis. Rien du tout, parce que c'était normal. Donc, on cherche quand on est vraiment jeune, vers 8 ans. On a, je ne sais pas le mot en français, des patterns, comment c'est? Et on a tout ça dans notre culture, société, et dans notre famille. Et quand on est jeune, on cherche pour une définition, un meaning. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et on essaie d'entrer dedans pour suivre tout le monde, pour pas être l'une personne qui est à côté. Et être, le black sheep, je ne sais pas, le mouton noir. Donc, et moi, j'étais le mouton noir, de toute façon. Mais on a tout ça et on ne pense pas. Et je suis là pour un message de vraiment penser à propos de ça parce que c'est vraiment bien d'être un mouton noir. Moi, ça c'est le truc, c'est vraiment bien parce que ça, tu peux trouver toi-même qu'est-ce que tu veux faire et ça, tu vas avoir beaucoup d'obstacles, mais c'est bien quand tu peux surmonter des obstacles. Et ça, c'est j'ai trouvé qu'est-ce que j'ai voulu faire. Donc là, j'étais ça c'est ma grand-mère et ma mère m'habillaient dans une robe d'une princesse. Et ça, c'est une fille. On est des princesses et des hommes à des Legos pour construire des choses et à l'orientation spatiale et tout ça. Mais moi, j'étais toujours dans une robe d'une princesse. Mais le même jour, j'ai enlevé le robe princesse et j'ai mis le truc de fireman, pompier, de mon grand-père. Et ma grand-mère dit, ah non, tu dois enlever ça tout de suite. Ça, c'est pour un homme, c'est pas pour une fille. Donc ça, c'est des stéréotypes normaux. Et on pense, ça c'est pour un homme, ça c'est pour une fille. C'est la même chose pour une carrière. Ça c'est pour un homme, ça c'est pour une fille. Et ça c'est, j'étais le mouton noir. et vraiment, j'ai pas pensé qu'il y a un genre pour des choses. Et moi, j'ai pas vraiment respecté ça. Si j'ai voulu chercher pour quelque chose, j'étais curieuse. Et je pense que tu dois garder ça. La curiosité, tu dois garder la confiance, monter la confiance, même pour parler devant vous en français, c'est assez dur pour moi. Même j'ai le jet lag un petit peu, donc j'espère que ça va aller, mais on doit toujours garder la confiance, même s'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'obstacles. On doit être la mouton noir, parce qu'on peut surmonter et il y a une personne qui va vous voir et dire, ah voilà, c'est une personne qui était en train de nager upstream, comment je peux le dire. Mais donc, ça c'est Georgia, vraiment ça c'est le sud. La bonne nourriture pour avoir le diabète et aussi des stéréotypes. Donc, mais j'étais née au Colorado. Et donc, le truc à propos de ça, j'étais pas née du tout en scientifique. En fait, j'ai joué la tennis. Et j'étais pas bien avec mes notes. Et la dernière, c'était donc aux États-Unis, c'est 4 ans de lycée. La dernière année, c'est pour trouver l'université. Moi, j'ai eu une bourse de jouer la tennis à l'Université de Virginie, au College of Charleston. Et j'étais en train de choisir. C'était le mois de mai, donc toutes les autres écoles, l'université était fermée pour postuler. Et il y avait un mec bourré qui a écrasé ma voiture, cassé mon dos, et j'ai perdu ma bourse de tennis. J'ai pas eu des bonnes notes. Et je ne savais pas qui je suis, qu'est-ce que j'ai voulu faire. J'étais dans le noir. Et ça, c'était le moment de l'électrochoc où j'ai demandé, mais j'étais en train de suivre tous
ce que des autres ont voulu que je fasse, mais pas ce que j'ai voulu faire. Et ça, c'est un moment, je veux pour vous de penser à propos de ça. Plutôt que pour moi, moi j'avais 18 ans, mais peut-être c'est le même moment, mais c'était un peu tard pour moi. Mais de toute façon, j'ai trouvé une façon, parce qu'à l'Université de Colorado, c'est ouvert tout le temps, et tu peux postuler pour aller là-bas en personne. Donc c'est un personal interview, un entretien pour aller à l'université. C'est une bonne université, c'est pas Harvard, mais c'est bien. Donc, et en fait, j'ai dit à ma famille, je vais aller à l'Université de Colorado. Ils ont dit, bah non, tu dois rester ici. Mais j'ai eu une voiture, j'ai dit, je vais à l'université. Parce que j'ai voulu, même j'aime bien ma famille, ils sont vraiment bien, ils sont fiers de moi maintenant, c'est vraiment bien, mais c'était dur pour eux. Parce que ça, c'est leur stéréotype, leur culture qu'ils ont vivre pendant longtemps. Et pour moi, de séparer de ça et trouver moi-même, c'était la meilleure décision que j'ai faite à ce moment. Parce que j'ai vraiment je connais personne, je ne savais pas qu'est-ce que j'ai voulu faire. Et donc, j'étais tout là-bas à Colorado. Donc, j'étais vraiment loin de ma famille. Et donc, j'étais toute seule. Et ça, c'est en fait bien. Parce que ça, c'est où tu peux savoir qui tu es vraiment. Et il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses bien. Et j'ai trouvé un laboratoire parce que j'étais curieuse. Donc, comme j'étais en tennis, en scientifique, c'est bizarre, mais en fait, tu peux faire. Donc, on n'est pas né dans notre carrière. De toute façon, ça, c'est on construit. Et on peut choisir. Et je vais dire à la fin que j'étais un scientifique. Et j'ai créé mon propre entreprise, en fait, dans la technologie. Donc, en fait, je suis dans un domaine séparément. Mais de toute façon, c'était grâce à mon mentor et un homme et une femme. En fait, j'ai postulé, j'étais en train de dire, mais je suis vraiment curieuse à propos de le corps humain. Et moi, j'étais à l'âge de puberté. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Donc, c'était tôt. Et donc, je vais parler, peut-être c'est too much information, mais ça va aller. On doit parler à propos des choses un peu qui nous bougent. Mais j'ai commencé à puberté à l'âge de 8 ans. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passe avec mon corps. La puberté, quand des hormones et tout ça... quand les filles commencent leurs règles et tout ça, j'ai bien commencé à propos de ça. Donc, moi, j'étais intéressée à propos de ça. Pourquoi j'ai commencé assez tôt que mes amis? Donc, il y a un laboratoire de reproductive endocrinologie pour étudier l'infertilité, la puberté, des choses quand ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Et elle a dit, mais j'ai beaucoup de personnes, tu ne peux pas venir dans mon laboratoire. Mais j'ai dit, mais je suis presque là pour trouver ce que je veux faire. Donc, j'ai resté à 6 heures le matin, entre mes cours, jusqu'au minuit. Et après 3 semaines, ou 4 semaines même, elle a dit, OK, tu es vraiment déterminée. C'est bien, tu es bien pour mon labo, viens dedans. Donc, 4 ans à l'université, c'était bien parce que c'était grâce à cette opportunité à l'université, j'ai trouvé que j'ai voulu faire la recherche scientifique. Et c'était vraiment bien. Elle a vraiment m'aidé avec tout. Mais je n'ai pas voulu être contrainte avec des frontières, des frontières. Et parce que je suis vraiment intéressée pour la culture. Parce que dans un laboratoire, tu n'es pas juste américaine dans un laboratoire. Tu es avec des Chinois, des Japonais, des gens en France, tout le monde. Et tu dois comprendre chaque personne, tu dois comprendre, ça c'est comment des idées, des choses innovatives venir. Donc c'est bien de comprendre. Donc j'ai dit, OK, je vais aller un petit peu plus loin. Donc j'étais en train de dire, OK, je vais faire mes études internationales. Et peut-être créer un lien entre les deux. Et donc je suis venue en France.
Et, parce qu'il y a beaucoup de laboratoires qui est bien dans la neuroendocrinologie en France, en fait. Donc, et c'est un bon endroit de vraiment faire le networking et collaboration avec des autres pays en plus. Donc, c'était vraiment bien. Ça, j'ai fait mon master et mon doctorat. Et j'ai fait 5 ans de mon postdoctorat là-bas, ici. Et pendant mon postdoctorat, j'ai étudié une syndrome ovaire polycystique. Et moi, j'ai le syndrome ovaire polycystique. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça touche 1 sur 10 femmes. Donc, je ne sais pas combien de femmes on a dans cette salle, mais ça touche 1 sur 10. C'est le plus commune forme d'infertilité féminine. Et il n'y a pas une façon de comprendre cette syndrome. Et pendant mes études, j'ai étudié comment on peut, et le seul traitement, c'est le pilule contraceptive. Parce que le SOPK, à l'âge de puberté, des filles ont beaucoup de poils, presque une barbe. Moi, j'ai eu presque une barbe, l'acné et tout. C'est vraiment dur parce qu'on a beaucoup plus de testostérone, l'hormone masculine, que estrogène. Donc, pour trouver un traitement et pas juste quelque chose pour améliorer les symptômes, j'ai trouvé ça pendant mon postdoctorat. Donc maintenant, on est en train de faire une étude clinique et vraiment faire une implémentation de quelque chose pour prévenir et aussi pour traiter des gens, en fait. Pour ça, et ça, c'est vraiment bien. Parce que pour moi, de prendre une pilule à partir de 9 ans jusqu'au maintenant, c'est assez dur. Donc maintenant, il y a un traitement qui est en place. Donc, c'est vraiment bien parce que à l'âge de reproduction, des filles ne peuvent pas avoir des enfants ou doivent payer beaucoup d'argent pour avoir des injections tout le temps pour essayer de stimuler l'ovulation et tout ça pour être enceinte. Et après ça, pour garder l'enfant pendant la grossesse, c'est assez dur. Donc, c'est vraiment dur pendant toute la vie. Et 50% des femmes qui ont le SOPK développent le diabète aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment dur. Donc, ça me touchait parce que moi, j'ai fait également partie d'une femme. Mais, en plus, il y avait personne qui a essayé de comprendre ça. Et pensait que, pour prendre un pilule, ça va. Mais c'était, désolé pour les hommes, c'était que des hommes qui étaient en train d'étudier ça, en fait. Et il y a beaucoup d'études à Finlande pendant 6 ans de suivi des gens tout le temps. Mais juste mettre sur un pilule ou un patch. Mais pour nous, c'est bien de ne pas prendre un pilule chaque jour. Ça, c'est assez dur. Donc, grâce à L'Oréal et UNESCO pour être un lauréate pour les femmes et la science pour cette étude-là, c'était vraiment bien parce que ça ouvre mes yeux pour mon autre étape. Donc, parce que vraiment, pour être derrière la paillasse, c'est vraiment bien. Mais j'ai vu que j'ai voulu être plus proactif. Parce qu'ils ont donné moi une voix. Et je n'ai pas eu une voix avant. Et si on peut avoir une voix, on peut donner des autres une voix. Et on doit tous avoir une voix. Poser des questions, être curieuse, avoir la confiance d'aller et chercher des opportunités et tout ça. Mais vraiment, j'ai vu dans des écoles, quand j'étais dans des écoles, qu'il y a beaucoup des étudiants qui avaient peur, qui ne parlaient pas du tout. Ils pensaient que ça va aller, je vais trouver un autre moment. Mais ce moment va passer. Et c'est bien d'attaquer un moment. Et j'ai appris ça avec le temps. Et c'est grâce à L'Oréal et UNESCO que j'ai vraiment trouvé la façon d'aller un peu plus loin que la paillasse. Parce qu'on est en train de pipoter derrière la paillasse, mais on doit parler à propos de ce qu'on fait. Et on doit être engagé avec des étudiants. On doit ramener des étudiantes dans notre laboratoire, donner l'opportunité. Qu'est-ce que c'est de la recherche? Et ça, c'est pour vous. Et donc, en fait, j'étais dans beaucoup des écoles, donc à l'âge de 10 ans, de 18 ans. J'ai vu que beaucoup des hommes, presque tout, a parlé, tout le temps. J'ai dit non filtré, je dis en franglais peut-être non filtré, il n'y a pas un filtre sur ça. Ça, j'aime bien. Parce que moi, je suis non filtré, je peux parler pendant peut-être une semaine ici, vous allez dormir. Mais de toute façon, il n'y avait pas une fille presque qui a parlé. Ils ont parlé avec moi après, et c'est bien.
Mais quand j'ai posé une question, quelque chose comme ça, c'est vraiment timide parce qu'ils ont dit, c'est pas ma place, c'est la place pour lui, c'est la place. Donc j'ai vu, il y a vraiment toujours le stéréotype dedans. Et on ne pense pas jusqu'à ce que quelqu'un pose la question à vous. Et peut-être tu peux réfléchir et penser un moment à propos d'un stéréotype qui était un peu une barrière pour vous. Mais on ne pense pas chaque jour. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, et ça, ça me touche vraiment avec des jeunes à l'âge de 10 ans. J'ai voulu presque pleurer. Et c'était vraiment tôt. Et c'est là. Donc, comment on peut changer ça? Et ça, c'est dans la famille. Ça, c'est vraiment sensible de toucher ça dans notre famille. C'est vraiment dur de parler avec notre famille que peut-être on est un peu différent, on veut faire quelque chose de différent. Et pour moi, d'intervenir dans ça, c'est assez, je ne peux pas. Mais de toute façon, ça c'est à UNESCO, on a parlé à propos de ça, de casser des stéréotypes. Comment on peut faire? C'était un gros congrès avec tout le monde en train d'essayer de comprendre comment on peut faire pour les jeunes filles, surtout des jeunes filles. Mais aussi, on parle à propos de l'égalité avec des... C'est surtout important pour des hommes aussi, parce que quand vous grandissez, vous pensez peut-être je dois ramener l'argent à la maison. Et ça, c'est stressant, frustrant. Peut-être ça, c'est quelque chose de vraiment frustrant. Ça va ramener quelque chose de, comment tu peux dire, anger, color, désolé, colère. Et donc, on doit être égal à la maison, égal au boulot. Et ça, c'est où on peut avancer ensemble. Donc, quand je dis pour les filles, c'est aussi pour les hommes. Parce qu'en fait, les hommes ont besoin de l'égalité aussi. Parce que, donc, quand on parle pour le féminisme et tout ça, c'est vraiment pour ramener les filles avec des garçons, les hommes avec les femmes, ensemble, où les femmes ne doivent pas justifier qu'on est bien pour avoir un boulot, ou peut-être j'ai eu une fois, quelqu'un m'a demandé si je veux être enceinte dans les prochaines années. Et si oui, laisse tomber. OK. Donc, de toute façon, moi, je ne sais pas, mais parce que moi, j'ai la SOPK, mais c'est une question un peu assez bizarre, quoi. Mais ça, c'est quelque chose, pour des hommes aussi, on doit trouver pourquoi on a ça. On ne peut pas oublier des hommes non plus. Donc ça, c'est mon opinion. Donc peut-être je suis assez longue, donc je vais peut-être aller. Mais il y a beaucoup de choses à propos de la confiance et aussi avec le courage. On pense que des vulnerabilities, je ne sais pas du tout le mot en français pour ça, vulnérabilité. On pense que ça, c'est quelque chose de négatif. Des choses de weakness, des choses qui peut-être on n'est pas bien dans ça, mais peut-être ça c'est une stéréotype aussi. Pour moi, peut-être ça c'est quelque chose de bien, assez forte, mais tu penses que peut-être ça c'est pas bien. Donc c'est toujours quelque chose que tu penses à propos des choses extérieures et comment on juge. Mais tu dois penser à propos de toi, toi-même et aussi des capacités de toi-même, pas ce que quelqu'un d'autre pense à propos de tes capacités. Ça, c'est où j'ai trouvé que c'est peut-être l'erreur, où on peut-être peut changer ça. Donc, je vais rater ça. Donc, tout le monde m'a demandé à propos de ma vie personnelle. Ça, c'est quand les filles ont commencé de parler. Parce que j'ai montré un diapo à propos de ma famille, ma famille et ma vie privée. J'ai une famille. Je suis mariée et mon mari, il a 2 enfants. Et on a un chien. Je fais le surf avec mon père beaucoup de fois. Je fais le surf. Je fais des choses avec mes amis. On fait du vélo. On fait beaucoup de choses. Ça, c'est à Nouvelle-Zélande, donc c'était vraiment froid une fois pour faire du... Donc, j'ai une vie quand même. Donc, tu dois travailler tout le temps. C'est vrai, tu dois vraiment bien, tu dois travailler assez fort, tu dois être motivé, déterminé et passionnant à propos de ton travail. Et surtout,
trouver un travail où tu vas avoir la passion, parce que tu vas être vraiment fatigué sinon. Donc, trouver la passion dedans toi-même, il y a un boulot pour ça. Tu peux faire ça. Et tu ne dois pas avoir des meilleures notes. Moi, je suis un exemple pur de ça. J'ai eu des notes vraiment bien à l'université, mais pas au lycée. Et après, pour être un lauréat pour L'Oréal UNESCO, c'est juste j'ai beaucoup travaillé et j'ai dû trouver moi-même et suivi qu'est-ce qui était dans mon cœur. Donc, je vais aller plus vite. Peut-être j'ai ça, mais peut-être c'est un peu trop long. Mais c'est 2 minutes, mais je peux. En fait, c'est une intervention qu'on avait déjà faite avec Brooke. C'est 2 minutes. Intervention, je vais en parler rapidement. En fait, c'était une intervention qu'on avait faite avec Brooke dans un collège. C'était pour orienter les jeunes, mais alors, plus jeunes que vous, c'était vraiment des collégiens de 4e sur les sciences. Et on avait vraiment eu une journée qui était construite le matin avec une intervention de Brooke en classe, et l'après-midi, ils avaient eu une conférence autour du cerveau. Et c'est une conférence que les collégiens avaient travaillée eux-mêmes, et ils étaient venus interviewer les différents participants sur scène. Et du coup, ça fait totalement partie des engagements de Brooke pour casser les stéréotypes et pour encourager les jeunes filles et les jeunes garçons à faire des sciences, parce que c'était quelque chose qui était très important quand on a fait une mission pour L'Oréal et quand on est récompensé par L'Oréal. Il y a cet engagement qui est après à faire dans les collèges et dans les lycées. Oui. Et peut-être parce que je vais parler à propos de ce que je fais maintenant, mais avec ça, c'était le cours qui m'a touché le plus. Parce que ça, j'ai vu que c'est à Longueville, c'est ça. C'est une ville qui est, c'est une petite ville, une petite bourgade qui est tout en haut du nord-est de la France, qui est à peu près à la frontière avec le Luxembourg et l'Allemagne. Et ce collège est un collège qui est classé REP+, et qui accueille en fait énormément de primo-arrivants, et qui a une autre particularité aussi, c'est qu'il est à côté d'un foyer d'AS, donc il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents, ou en tout cas qui ne sont pas en contact avec eux tous les jours. Et donc en fait, les échanges qui ont été ce jour-là faits sur ce collège étaient des échanges qui étaient assez touchants, parce qu'on avait des jeunes personnes qui étaient totalement perdues et qui n'avaient personne pour les conseiller en fait. Et il y avait notamment une jeune fille qui rêvait de faire des sciences. Et elle avait ce sentiment que c'était pas fait pour elle parce qu'il y avait personne pour lui montrer la voie. Et surtout, il y avait personne pour l'encourager ou lui dire que c'était possible. Et je crois que Brooke a eu un échange très long. Oui, c'était assez... c'était eu ça... En fait, elle a eu des moments assez durs à la maison. Et moi, je ne peux pas changer ça, mais son histoire, c'était assez forte pour moi. Et ça, j'ai vu, je dois faire quelque chose de différent pour changer quelque chose. Si je peux, même si c'est petite, je dois. Parce que derrière la paillasse, il y a des choses que j'ai vécues, ça fait plus que 20 ans. Et maintenant, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, de toute façon, donc, ça, c'était avec UNESCO. Donc, c'est pour Change the Equation. Donc, de toute façon, c'est des gens qui éduquent des enseignants à l'école. C'est vraiment important. Tu es avec eux peut-être tout le temps, plus que ta famille. Donc, c'est bien de parler avec eux. Et c'est pour eux aussi de penser à propos de ce qu'elle fait dans le classe. Les curriculums, des parcours dans la classe, pour être neutre, pour le genre neutre. Et que des filles vraiment choisissent une carrière quand c'est des stéréotypes. Donc des stéréotypes et tout ça vraiment est implémenté dedans, et on choisit une carrière qui peut-être est mieux pour être stable, pour avoir une vie qu'on pense. On peut avoir une vie ou quelque chose comme ça. Et donc,
maintenant, quand on veut avoir un enfant et on veut, si on est stressé au travail ou quelque chose comme ça et on a un enfant et on ramène ça à la maison, ça va faire la même chose à ton enfant. Donc, de toute façon, c'est un cercle et on doit trouver où on peut casser le cercle pour vraiment avoir l'égalité et avoir plus de filles dans le domaine de sciences. Vraiment, on doit être des role models, des mentors, et on doit laisser notre fille, vous, tout le monde, être curieuse et faire des choses, peut-être des bêtises, on ne sait pas, mais c'est comment on peut trouver qui on est, pour moi, qui je suis, et tout ça. Donc ça, c'est un vrai message. Et moi, je fais dans mon communauté, j'ai fait le slime avec elle, et elle fait elle-même, elle crée comme 100 types de slime. Je ne sais pas, mais elle a 10 ans. Et elle fait sans des instructions, elle fait elle-même, elle est ancienne. Donc, mais de toute façon, maintenant, donc pour Bangkok, c'était cracking the code. Parce que je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est, et je suis presque finie là. Le coding. Donc, pour moi, j'ai pensé, OK, comment je peux faire mieux, comment je peux être proactif. Et si je ne pouvais pas trouver la réponse, j'ai dit, bon, j'ai trouvé une autre femme et on a créé notre propre entreprise. Parce que moi, j'ai vu dans le domaine de recherche, on est stressé, on est malade beaucoup de temps, quelquefois, on a des problèmes de santé, il y a des femmes qui sont enceintes, il y a des hommes qui disent, si tu es enceinte, peut-être, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas quelquefois. Donc, ce n'est pas parfait. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'égalité, mais il y a des choses et ça dépend. Et aussi, on peut penser des parents, on a des problèmes pour gérer notre boulot et notre carrière. Ça, c'est quelque chose de vrai, c'est stressant, même si on dit que ça va, c'est stressant. Et aussi, quand on pense à propos de la santé des gens, le stress, qu'est-ce qu'on mange? Moi, j'ai raté petit déjeuner et peut-être déjeuner, j'ai eu un petit peu quelque chose. Donc, moi, je ne pense pas qu'est-ce que je mange. Et tout ça, donc, on a créé une entreprise de digital health. Mais ce n'est pas juste ça. En fait, donc, c'est MyCare Health. Et ça, c'est nous deux. Donc, c'est bon. Donc, c'est avec le artificial intelligence, mais aussi un virtual assistant. Et c'est hands-free comme le Alexa Bot, et aussi avec l'application. Tu peux avoir ton médecin avec toi, ou tu peux parler avec des autres gens à l'école. S'il y a quelqu'un, pour moi, c'est le bullying, il y a le harassment, il y a des choses, il y a la violence, il y a des trucs qu'on ne veut pas parler à propos de ça. Mais on a créé une plateforme, je vais juste faire en vitesse parce que j'ai fait vraiment dans ma voiture parce que j'ai eu pas beaucoup de temps. Mais on fait le tracking, on équipe avec un Fitbit, un Apple Watch ou quelque chose. Et on regarde votre santé. Et si tu as besoin de quelque chose, si tu es pré-diabète, un parent a une disease chronique ou quelque chose, et si tu travailles et tu es trop stressé, on peut suivre ça. Et en fait, on peut faire tout ça et on peut vraiment connecter. Donc, tu ne dois pas aller à l'hôpital et attendre pendant 6 ou 9 heures. C'est en France. On pense qu'on a un bon système de santé, mais vraiment, ça coûte beaucoup d'argent pour l'assurance. On ne paye pas, mais c'est des taxes. Mais de toute façon, c'est comment tu peux gérer le temps. Tu peux même penser avec, si tu ne dois pas aller chez le médecin, appeler le médecin, aller au médecin. Si tu as la grippe ou quelque chose, remplir des formulaires, attendre, parler avec le médecin, chercher ton ordonnance. Ça, c'est juste une partie de ce qu'on fait. On fait aussi le mentoring, des choses pour le mental illness, la psychologie. On fait beaucoup, beaucoup plus de choses. Mais on fait un smart home. Donc, pour des gens qui sont vieux, si tu as des parents, peut-être, qui vivent tout seuls et tu es inquiète et ils tombent dans la salle de bain, on peut détecter ça tout de suite et on a un truc virtuel et on peut voir si elle lève ou elle ne lève pas. Et dans 5 minutes, on a une ambulance là. On ramène la nutrition s'il y a tes pré-diabète. On ramène tes médicaments. On ramène beaucoup de choses
comme ça, tu peux avoir ton carrière. Tu peux pas être inquiète à propos de tes parents, ton bébé, s'il y a quelque chose, si tu es au travail et tu ne sens pas bien, on est là. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et tu peux faire on fait le coding. Donc moi, je fais le coding maintenant. Et tu peux parler comme un SMS. Et c'est un chatbot qu'on a codé, un chatbot. Et tu peux parler avec ça à propos de qu'est-ce qui se passe. Tu peux parler avec des autres gens et tu choisis, c'est complètement secure. Avec tout le système, il y a Médecins Direct en France, on est aux États-Unis et on est aussi au Canada. Donc, ça fait 1 an que j'étais en train de faire deux boulots en même temps et maintenant, je suis 100% dedans là. Mais je suis là pour parler et je vais finir. Donc, on fait beaucoup de services, mais on est focalisé et je suis là pour ça aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce qu'on fait complètement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être c'est trop long, mais tu peux parler avec ton médecin au téléphone, face en face, comme FaceTime, et il peut donner ton prescription, ton ordonnance, son avis là, ton arrêt de travail si tu as besoin, en digital. Donc, c'est génial. Tu peux aussi faire, on a toutes les choses avec UNESCO, ils ont dedans pour des éducations. C'est bien de savoir qu'est-ce qui se passe pour toi. Je sais quand j'ai mon Fitbit et j'ai vu que j'ai fait, je ne sais pas combien de choses, si j'ai fait des steps pour le jour, c'est bien, je sens bien. Et si je vois que j'ai dormi 2 heures comme hier soir, je dis, je dois dormir ce soir. Donc, de toute façon, on veut manager notre santé mieux. Donc, c'est pour vraiment, en fait, avoir une communauté ensemble. Et quand je dis artificial intelligence, ça veut dire que ça apprend avec le nombre de gens qui utilisent. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est hors de mon autre boulot. Donc, ça veut dire que tu peux faire quelque chose de complètement différent. Moi, je ne suis pas un ingénieur. Je n'ai pas fait des mathématiques. J'étais en physiologie et je fais le coding. Je fais des choses comme ça, comme un ingénieur et un mathématicien. Donc, on peut faire ça. Donc, c'est juste, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment secure. On fait beaucoup de choses, licences, que chaque truc que tu veux, il n'y a personne qui va savoir. Donc, même nous, c'est complètement... Donc, de toute façon, on focalise sur le stress et aussi le chronic disease parce qu'il y a des femmes qui sont plus affectées et des jeunes filles qui sont plus affectées à l'école et leur carrière que des hommes. Et surtout, donc ça, c'est juste comment tu peux faire l'app. On a Uber pour la transportation. Mais de toute façon, j'étais à Londres hier jusqu'à 2 heures du mat de travailler dessus ça pour finaliser. En fait, ça, c'est le truc que j'ai voulu parler parce qu'on parle à propos de digital health. Pourquoi c'est intéressant? La santé, c'est bien pour trouver l'égalité pour les femmes aussi, parce qu'il y a une inégalité pour la santé pour les femmes. Donc, je ne veux pas donner cette plateforme pour une autre entreprise, pour des gens qui sont juste riches et c'est bien d'avoir. Ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir. Donc, il y a un groupe aux États-Unis qui s'appelle Mimsy. Et cet homme-là, il est un obstetrician. Il donne sa vie pour donner des gens à Haïti. Comment je dis Haïti? Haïti, c'est à côté de la République dominicaine. Ils n'ont rien du tout. Donc, il y a des femmes enceintes. Ils n'ont pas le santé prénatale, le care. Ils n'ont pas des médecins. Tu peux imaginer vraiment le plus proche hôpital, c'est plus que 10 km, quoi. Et enceinte, de marcher là-bas et attendre dans un queue. Ça, c'est assez dur. Et même pas avoir la nutrition, quelque chose pour même... Donc, on est là pour changer ça. Donc, le digital health, c'est pour tout le monde. On est en train d'aller jusqu'au bout. Il y a un robot qui peut faire tout. Mais c'est pas ça, c'est pas nous. On est en train de... et Bloom Life, c'est notre partenaire. Ils ont un patch comme un Band-Aid qui peut suivre des contractions et la santé de bébé et la maman. C'est vraiment, vraiment chouette. Donc, on a eu Bloom Life de faire une donation de 500 de leur device, medical device. Et nous, on va faire tout notre service et le tracking et pour avoir le data
pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, comment améliorer la santé et donner la nutrition, la care prénatale à eux. Donc, de toute façon, MIMSI, c'est comme UNESCO, c'est un non-profit organisation. Mais de toute façon, j'ai parlé pour beaucoup de temps, mais on a une bus, un mobile clinique, et on a le screening prénatal avec nous, et on a l'éducation grâce à UNESCO et aussi Teacher, le programme Teacher, parce qu'ils n'ont pas une école, même pas, donc ils ne peuvent pas lire. Donc, comment on peut faire notre système? En fait, on code avec des images, parce qu'ils ne peuvent pas lire. Donc, on va créer un système d'éducation pour commencer de vraiment implémenter où ils peuvent lire et faire quelque chose. Parce qu'on a tous un rêve et on peut peut-être suivre notre rêve. Mais pour eux, peut-être ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est un rêve, parce qu'eux ne peuvent même pas vouloir penser pour un rêve, parce qu'ils disent peut-être je ne peux pas du tout réaliser. Laisse tomber. Donc, on veut changer ça. Donc, c'est basic. De toute façon, on va implémenter tout notre système là-bas. Et on a le Wi-Fi, un hub et tout ça. Et on a juste créé hier soir. J'ai eu tout le OK pour ça. Donc, on a juste l'infrastructure de créer. Donc, juste pour... Donc, c'est grâce à tout le monde qui a connecté avec ça, on peut faire. Donc, ça, c'est le device, on peut mettre sur le moment. Et tu peux voir avec ton smartphone. Et ils ont tous un smartphone. Donc, ils ont tous un smartphone, mais rien d'autre. Ça, c'est bizarre. C'est en Afrique aussi, ils ont tous un smartphone. Mais ils n'ont pas équipé avec la santé. Donc, de toute façon, on peut implémenter tout notre service avec des gens qui ont besoin, vraiment. Et sans ça, c'est une vie. On va sauver des vies qu'on peut sauver. Et on est la première entreprise dans le Digital Health qui est créée par des femmes et aussi qui est pour ce service-là, mais qui adresse des gens qui est dans des underdeveloped countries, des pays pas développés. Tout le monde fait ça dans des pays western, mais on fait ça on n'a pas beaucoup d'argent, mais on met notre cœur dedans. Et ça, c'est la mission que je pense que j'ai changé mon boulot pour faire ça. Et ça, c'est quand j'ai réalisé, c'était en harmonie pour moi pour avoir ça. Donc, ça c'est nous et ça c'est tout. Et ça c'est donc de toute façon. On est là pour adresser la santé des femmes, la carrière des femmes aussi, et tout ça, donc vraiment dans le domaine ici et dans le domaine des pays pas développés. Donc, ça c'est où je suis maintenant. Merci beaucoup, Brooke. Merci. Donc, vous voyez, on peut faire beaucoup de choses et on peut changer de carrière plusieurs fois. Est-ce que vous avez des questions pour Brooke? Peut-être j'ai parlé trop long. Non, pas de questions. Et en fait, moi, j'ai juste rajouté... Ah, si, on a une question. Bonjour, je voulais savoir comment votre entreprise génère-t-elle de l'argent? Comment j'ai quoi? Comment votre entreprise génère-t-elle de l'argent? Donc de toute façon, avant qu'on a implémenté aux États-Unis, on a déjà commencé en France et au Canada. Donc on a avec des parents, comment je dis parents, avec des parents, des gens qui ont des bébés pour parents. et aussi, on a généré l'argent avec notre partenaire pour faire des pilotes, des phases. Donc, on est en train... Moi, je fais la partie aux États-Unis. C'est assez dur avec toutes les régulations et tout ça. Donc, on commence en janvier. J'ai dû faire beaucoup de choses pour être sûr que c'est avec toutes les régulations, comme la santé là-bas, avec... Trump, ça change tout le temps. Donc, de toute façon, j'ai dû faire beaucoup de choses. Mais de toute façon, on était déjà implémenté en France et au Canada. Il y a des
Surtout, il y a des corporates, des business qui utilisent pour leurs employés parce que c'est vraiment bien pour eux parce qu'en fait, ça coûte 3 300 € par mois, par an pour un employé salarié par an pour l'employeur pour des jours ratés. En fait, donc si tu multiplies ça par le nombre d'employés, ça c'est beaucoup d'argent que la compagnie perd. Avec notre système, il ne va pas rater le travail. Et c'est un système de l'assurance aussi dedans. Et il va sauver l'argent. Et donc, de toute façon, on a beaucoup de clientes qui ont une entreprise, c'est une corporation et tout ça. On est en train de parler avec L'Oréal en ce moment à propos de ça. Donc, c'est vraiment pour... Tu veux que... Et aussi, on commence avec Delta aux États-Unis. J'ai oublié ça. Donc, tu peux imaginer... donc, ça, c'est comme on a... avec un pilot, on fait, OK... c'est vraiment comme 10 €, quoi. C'est vraiment pas cher parce qu'on a beaucoup de partenaires. Mais de toute façon, avec Delta, avec des flight attendants, je ne sais pas comment dire ça non plus. Ils ont beaucoup de jet lag, pas dormir. Tu peux imaginer pour aller à Paris, aux États-Unis, et pour servir des boissons et pour tout le monde. Et ils ont 3 jours pour récupérer et retourner. Ils ont 1 jour quand ils arrivent ici et ils doivent revenir. Donc, on pense à propos le stress, le sommeil, qu'est-ce qu'on mange. Donc, il y a des clients comme ça. Delta veut que leurs employés soient heureux et dans une bonne santé. Qui veut quelqu'un de servir en boisson et être en train de dormir et aussi prendre une pilule pour dormir. Donc, on a beaucoup de clientes qui viennent d'une business. Et aussi dans l'hôpital. On est à l'hôpital à Liège maintenant pour le moment. Oui, c'est ça. Donc, ils mettent ça dedans, ils adoptent ça dans leur système. Et c'est avec l'assurance. Donc, en fait, ça a amélioré beaucoup de choses. Et ça a diminué des gens qui vont à l'hôpital tout le temps. En fait, l'hôpital aime bien parce que ils ont beaucoup plus de temps de faire des choses nécessaires. Merci beaucoup, Brooke.